Bonjour tout le monde. Donc on m'a demandé non seulement de parler un peu de mes travaux, mais aussi d'essayer de poser quelques bases d'introduction dans mon exposé. Donc je vais essayer. Mais je vais quand même essayer de vous parler principalement d'IA et de génomique, histoire de restreindre un petit peu aussi le champ de mon introduction. Donc pour donner un peu de contexte à ces mots qu'on utilise, l'intelligence artificielle, c'est un terme qui a émergé, enfin on donne son origine à une conférence, la conférence de Dartmouth en 1956, et on l'a défini comme la science et le génie de fabriquer des machines, des ordinateurs, qui, de sorte à ce qu'ils se comportent de façon, d'une façon qui nous fait penser qu'ils sont intelligents. Donc autrement dit, alors, une fois qu'on a un ordinateur qui est capable de faire quelque chose qu'on pensait que seulement les humains pouvaient faire, on se rend bien compte que que c'est pas seulement les humains qui peuvent le faire. Mais l'idée, c'est de reproduire artificiellement les comportements du vivant qu'on perçoit comme intelligents. Une définition qui nous permet de ne pas avoir à définir ce que ça veut dire intelligent, ce qui m'arrange bien. Et donc, en fait, moi, je vois deux motivations derrière ces notions d'intelligence artificielle qui sont complémentaires. La première, c'est de faire ça, pourquoi ? Pour en fait mieux comprendre l'intelligence naturelle. Et c'est la motivation derrière tout ce qui est connexionnisme, d'essayer de reproduire le fonctionnement d'un cerveau humain ou animal. Et puis la deuxième motivation, c'est d'utiliser ces approches pour créer des outils qui nous aident. Et vous utilisez tous des moteurs de recherche sur Internet, des réseaux sociaux, etc. Pour ne citer que quelques exemples. Donc l'IA, c'est vraiment un domaine très vaste. J'ai essayé de lister quelques sous-domaines qui sont des sous-domaines ou des domaines qui interagissent avec l'IA, ça dépend un peu de votre point de vue. Donc ça va de la robotique au système expert, on a besoin de pouvoir interagir avec l'environnement, avec des capteurs par exemple. On a besoin de pouvoir traiter le langage naturel, on a besoin de pouvoir comprendre, modéliser les expressions humaines, les émotions, pardon. Donc il y a aussi des interactions avec les sciences cognitives ou la psychologie. Et puis, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, comme l'a annoncé Florence, c'est plutôt l'apprentissage automatique, ou machine learning, ou apprentissage statistique, et maintenant on entend de plus en plus apprentissage machine, qui est vraiment un des sous-domaines de l'IA. Et donc c'est l'idée de l'apprentissage automatique. Je vais définir apprendre l'apprentissage comme le fait d'acquérir une compétence par l'expérience ou la pratique. Et j'aime bien cette définition parce que je peux l'appliquer à ce qui se passe avec des humains. Donc un enfant qui apprend à marcher en essayant de marcher. Et non plus il s'entraîne à marcher, il marche. Ça s'applique à mes étudiants et étudiantes qui, à force d'essayer de résoudre des problèmes de maths, acquièrent l'expérience et la compétence de savoir faire des stats et des probas. Et puis ça s'applique aussi aux ordinateurs à condition de peut-être se donner détourner un petit peu le sens de compétence et d'expérience. Ici, pour un ordinateur, une compétence, c'est un algorithme, donc c'est un nouvel algorithme capable de faire des choses que l'ordinateur n'était pas capable de faire avant. Et l'expérience ou la pratique, ça va être des exemples ou des données. Alors on voit souvent des diagrammes dans lesquels on inclut, donc on a le deep learning, inclus dans le machine learning, inclus dans l'IA. J'aime bien faire ce diagramme de manière un petit peu différente, donc ce que vous avez là, au sens où il y a une partie du machine learning qui pour moi ne sert pas directement les buts de l'IA tels que je les définis. Et en plus, c'est la partie du machine learning sur laquelle, c'est en tout cas moi mes applications du machine learning, parce que on peut aussi utiliser ces outils d'apprentissage automatique pour résoudre des tâches qui ne sont pas des tâches qu'un humain sait résoudre. Je ne sais pas si j'ai directement des exemples. Non. Donc pour vous donner un exemple tout de suite, quand on cherche à développer des outils de machine learning pour créer des algorithmes qui déterminent si une molécule chimique est un bon candidat médicament pour une maladie donnée, parmi une banque de molécules, ce n'est pas quelque chose que nous, on sait faire en tant qu'humains, même des très bons chimistes spécialisés peuvent éliminer certaines des molécules de la base de données, mais ne sont pas capables de juste prendre une banque de 1 million de composés chimiques et dire là-dedans, il y a celle-ci et celle-là qui sont les plus susceptibles de guérir la maladie qui m'intéresse.
Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de tâche qu'on peut chercher à automatiser, qui n'est pas une tâche que nous, on sait résoudre. Par contraste avec automatiser le fait de dire si oui ou non il y a un chat sur une photo. Ok, donc pour rentrer un petit peu plus dans ce que c'est l'apprentissage automatique, je vais me concentrer sur un cas de problème d'apprentissage, qui est l'apprentissage supervisé, qui est peut-être une des classes de problèmes de machine learning les plus étudiées et aussi les plus connues. Les deux exemples que je viens de vous donner y appartiennent, où notre but est d'apprendre un modèle prédictif. Donc on a un ensemble d'échantillons, d'observations, et ces observations sont étiquetées. Ce qui veut dire donc que pour chacune des observations, on a une information qu'on appelle étiquette, qui est celle qu'on voudrait pouvoir prédire automatiquement. Et donc le but, c'est de sortir un modèle prédictif qui, étant donné une nouvelle observation, lui donne son étiquette. Donc quand on formalise ça de manière mathématique, on a donc n observations que je représente ici comme des vecteurs x1 jusqu'à xn, qui appartiennent à un espace grand X, et leurs étiquettes y1 jusqu'à yn, qui appartiennent à un espace grand Y. Et pour fixer un petit peu les idées, on considère peut-être les problèmes les plus simples, la régression quand les étiquettes sont réelles, donc y est grand R, et la classification quand y est un espace discret de classe. Donc souvent, on a des problèmes de classification binaire, où on a deux classes, être un chat ou pas être un chat, être une molécule qui guérit la maladie, ne pas l'être. Mais on peut avoir plus de classes, par exemple, si vous cherchez à identifier automatiquement des chiffres manuscrits, il y a 10 chiffres, donc vous avez 10 classes. Et donc notre but, c'est d'apprendre une fonction f de l'espace x vers l'espace y, qui est telle que f de x est à peu près égal à y. Ok. Donc j'ai quelques exemples ici, donc je vous ai déjà donné des exemples de classification, peut-être des exemples de régression, donc la prédiction du nombre de clics qui va y avoir sur un article sur Internet, ou plus près de mon domaine, la prédiction de la solubilité d'une molécule, qui est un nombre réel, alors qui va avoir une certaine fourchette néanmoins, mais qu'on ne va pas modéliser comme une classe. Classification binaire, on en a déjà parlé. Et classification multiclasse, je vous ai parlé de la reconnaissance de chiffres manuscrits. Vous avez aussi des applications qui permettent de vous aider à reconnaître des plantes ou des chants d'oiseaux, qui peuvent être formulés comme des problèmes de classification multiclasse, où chaque plante est une classe, où chaque oiseau est une classe. Ce qui fait un grand nombre de classes. Ok, donc comment ça marche tout ça ? Ça s'appuie sur un principe qu'on appelle la minimisation du risque empirique. L'idée, je vais l'expliquer ici, c'est que notre but, l'idée, c'est que on a donc nos n observations et leurs étiquettes, et on va commencer par se donner une famille de modèles qu'on est prêt à considérer, donc c'est ce que j'appelle ici grand F, qu'on appelle la classe des hypothèses, et on va se donner une fonction d'erreur qui me dit pour deux nombres, donc une étiquette y et une prédiction f de x, à quel point la prédiction f de x est éloignée de la vraie étiquette y. Et ce principe de minimisation du risque empirique, c'est de dire l'apprentissage, c'est de déterminer dans cette famille de modèles qu'on s'est autorisé à considérer un modèle qui minimise l'erreur moyenne sur les données d'apprentissage du modèle f. Donc en fait, tout ça pour dire que le machine learning et le machine learning supervisé, c'est rien d'autre que des problèmes d'optimisation. On se donne un espace de fonctions, on se donne une fonction d'erreur et on cherche à minimiser cette fonction d'erreur sur cet espace de fonctions. Donc en fait, il y a ici les deux aspects importants du machine learning qui interagissent. D'une part, un problème de modélisation. Quelles sont les fonctions d'erreur intéressantes, quels sont les familles de modèles qu'on est prêt à considérer, et d'autre part, l'optimisation, comment est-ce qu'on est capable de résoudre ces problèmes de manière plus ou moins exacte et plus ou moins satisfaisante. Évidemment, ce sont des choses qui interagissent entre elles, parce que si vous construisez bien votre fonction d'erreur et votre famille de modèles, le problème d'optimisation qui en résulte sera plus ou moins facile à résoudre. Voilà. Donc pour donner un premier exemple simple, la régression linéaire est quelque chose qui rentre dans ce concept.
Je considère comme famille de modèles un ensemble de modèles linéaires, bêta transpose X. Je considère comme erreur ce qu'on appelle la perte quadratique, qui est de dire que l'erreur entre une étiquette Y et une prédiction f de X, c'est la différence entre les deux mise au carré pour ne pas s'embêter avec des problèmes de signes. Et la minimisation du risque empirique, c'est de minimiser l'erreur moyenne, donc l'erreur quadratique moyenne, sur les données faites par ce modèle. Et donc ça, je viens de vous présenter comme du machine learning, mais c'est ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. C'est connu depuis Gauss et Legendre. Alors, si vous êtes français, vous direz Legendre. Si vous n'êtes pas français, vous direz Gauss. Mais l'idée, surtout, c'est que c'est quelque chose qui existe depuis avant l'invention des ordinateurs, des probabilités et bien sûr du machine learning. Juste pour dire qu'on peut se réapproprier des choses déjà existantes et les faire rentrer dans ce cadre de minimisation du risque empirique et du machine learning. Donc c'est un système linéaire de n équations, AP plus une inconnue, et c'est quelque chose de bien connu depuis longtemps. Dans quel cas on sait le résoudre, dans quel cas on a une infinité de solutions, dans quel cas on a une solution unique, etc. Alors un problème, un autre exemple beaucoup plus récent, le perceptron multicouche, ou que vous pourrez appeler réseau de neurones artificiels à propagation avant, feed-forward. C'est en fait exactement le même genre de contexte, sauf que on se donne une famille de modèles plus complexes. Au lieu d'avoir seulement une combinaison linéaire de nos variables d'entrée qui décrivent les données, on a une fonction, enfin une famille de fonctions qui est décrite par l'architecture du modèle. Donc ici, le concept, c'est que chacun des cercles est une unité d'un réseau de neurones, donc un neurone. Prend en entrée un certain nombre de valeurs qui viennent des neurones précédents ou des données, et on fait une combinaison linéaire, puis lui applique ce qu'on appelle une fonction d'activation, qui est ici ce que j'ai noté A ou B dans les équations, et donne ça en sortie. Donc vous avez ici, par exemple, Z1, c'est une combinaison linéaire des données d'entrée, Z2, c'est une autre combinaison linéaire des données d'entrée. Et puis ensuite, ce qui sort de Z1, ici V1, c'est une fonction B de cette combinaison linéaire des entrées. Et ensuite, je peux appliquer une autre fonction non linéaire ici, ce qui permet d'obtenir des fonctions qui sont toujours une famille de modèles paramétriques, donc paramétrés par un certain nombre de coefficients qui sont les coefficients sur les arêtes du réseau de neurones, ici les poids du réseau de neurones, donc les W et les V, mais qui permet d'apprendre, si je prends ici des fonctions logistiques pour A et pour B, une fonction beaucoup plus compliquée qu'une fonction linéaire. Donc le résultat, c'est que le problème d'optimisation qu'on obtient, c'est exactement le même principe que pour la régression linéaire, sauf qu'au lieu d'avoir un modèle linéaire, on a un modèle compliqué, et le résultat des courses, c'est qu'on a un problème qui est plus difficile à résoudre et qu'on ne sait pas résoudre exactement, mais néanmoins sur lequel on a un certain nombre de techniques pour essayer de trouver la meilleure solution à ce problème. Ok, donc je vais maintenant, après avoir expliqué ce principe, passer à quelques applications en génomique. Donc j'ai choisi ici 3 exemples. J'aurais pu en choisir 15, 20. Mais donc quelques applications que je trouve intéressantes, tout ce qui est aide au diagnostic, pronostic ou traitement. Vous avez un patient qui a une certaine maladie ou une certaine classe de maladie d'après ses symptômes, et vous faites un test génomique pour aider à guider soit le diagnostic, déterminer plus précisément ce dont cette personne souffre, soit le pronostic, soit le traitement, déterminer quel est le traitement le plus approprié. Un exemple, en cancer du sein, une fois que vous êtes diagnostiqué d'un cancer du sein, on fait un test génomique pour savoir si le gène HER2 est surexprimé ou pas, et selon si c'est le cas, on propose tel ou tel autre traitement. Alors d'autres exemples, plus peut-être un peu moins directement appliqués à la clinique et plus pour aider la génétique et la biologie, déterminer la fonction d'un gène. Donc c'est une grande classe de problèmes en machine learning et génomique, étant donné la séquence d'un gène, à quoi il sert ce gène. Et enfin, ce dont je vais vous parler plus avant parce que c'est mon sujet de recherche, essayer d'utiliser ces outils pour aider à déterminer quelles sont les régions du génome qui sont impliquées dans une maladie.
Alors, plus précisément, comment est-ce qu'on peut formaliser ce genre de modèle? Donc, j'ai essayé de schématiser ici. L'idée, c'est qu'on a un jeu de données dans lequel on a d'une part des échantillons, donc ici c'est des personnes, avec un phénotype. Donc un phénotype, c'est un trait qu'on observe au niveau macro. Donc ici, j'ai représenté une étude cas contrôle. Donc il y a des gens qui sont oranges et des gens qui sont bleus. Donc vous pouvez imaginer que c'est des gens qui sont malades et des gens qui ne sont pas malades, par exemple. Et pour chacune de ces personnes, on a son génome pour lequel on a mesuré un certain nombre de variables, schématisées ici par des petits ronds. Et ma question, c'est de savoir quelles sont, parmi toutes ces variables qui sont donc des mesures tout le long du génome, quelles sont celles qui expliquent la différence entre ici les gens bleus et les gens oranges. Et donc le but, c'est de trouver parmi tous ces petits ronds ceux que j'ai surlignés ici, enfin coloriés ici en jaune. Et une des difficultés de ce genre de problème, c'est qu'on peut considérer tout un tas de variables qu'on mesure tout le long du génome, mais un génome c'est très grand, 3 milliards de paires de bases, et donc on se retrouve très facilement avec des dizaines, voire des centaines, voire de milliers de variables, voire des millions de variables, voire même plus. Et classiquement, on a beaucoup moins d'échantillons que ça. Donc le genre de données sur lesquelles j'ai l'habitude de travailler, c'est 500 000 à 1 million de variables, donc qui décrivent le génome, pour 2000, 3000 échantillons. Donc c'est ce qu'on appelle, donc c'est un genre de problème dans lequel on a peu d'échantillons en grande dimension, donc on a peu d'échantillons par rapport, peu d'observations ou d'échantillons par rapport à la dimension, donc parfois les gens parleront de large P, small n, donc P, le nombre de variables est grand, n, le nombre d'observations est petit. Et la difficulté de ce genre de problème, c'est que ça ne rentre pas dans le paradigme du big data qui nous a permis tellement de progrès récemment en IA. Alors plus précisément, quand on parle de big data, en général, on pense à une matrice de données, donc ma matrice de données dans laquelle j'ai mes observations en ligne et mes variables en colonne. J'ai une matrice de données comme ça, avec beaucoup d'échantillons, donc une matrice qui est grande. Et là, ce que je viens de décrire, la matrice de données est dans l'autre sens. Donc parfois les gens appellent ça fat data, parce que la matrice est large, elle est plus large qu'elle n'est haute. Et souvenez-vous, j'ai parlé tout à l'heure dans les problèmes linéaires, donc quand on fait une régression linéaire, on se retrouve avec un système de n équations à p plus 1 inconnu. Si j'ai plus que p plus 1 inconnu, j'ai un système sous-déterminé, une infinité de solutions possibles, et aucun moyen, sans rajouter des hypothèses, de savoir laquelle est la plus vraisemblable. Ok, et donc je vais vous donner rapidement quelques exemples du genre de choses qu'on peut faire pour aider à résoudre ce genre de problème. Donc je viens de dire qu'on avait peut-être besoin de faire des hypothèses en plus pour déterminer la meilleure solution parmi l'infinité de solutions possibles dans ces problèmes sous-déterminés. Et une des hypothèses qu'on peut faire, c'est de rajouter une contrainte de structure sur les variables qui sont pertinentes. Donc ici, on peut s'appuyer sur un certain nombre de connaissances en biologie qui sont représentées par des graphes ou des réseaux biologiques, qui sont donc des graphes dans lesquels les nœuds sont des gènes, les sommets sont des gènes, et les arêtes sont des relations entre les gènes, donc qui nous indiquent quels sont les gènes qui travaillent ensemble, qui fonctionnent ensemble. Et donc maintenant, mon problème devient non seulement de trouver les variables pertinentes, mais de contraindre ces variables à être connectées entre elles sur un réseau biologique. Pour faire ça, une des façons dont on peut approcher ce problème, c'est de reprendre la minimisation du risque empirique que je vous présentais tout à l'heure, et de rajouter dessus des contraintes qui vont imposer en fait ces idées, cette notion de structure, cette connaissance a priori. Donc ce que vous voyez ici, c'est la même équation que tout à l'heure, où je cherche à trouver parmi tous les modèles linéaires possibles, donc je reste en linéaire ici, parmi tous les modèles linéaires possibles, celui ou un de ceux qui minimise l'erreur sur les données. Et je rajoute ici un terme pour l'instant assez flou, qu'on appelle un régulariseur, oméga, qui est une fonction donc des paramètres du modèle, bêta, et qui va me permettre d'imposer cette contrainte ici de connexion sur un réseau.
Donc en fait, il y a en fait ce oméga va pouvoir faire deux choses. Il va pouvoir aussi faire en sorte d'obtenir ce qu'on appelle un modèle sparse ou parcimonieux, donc avec faire en sorte qu'un grand nombre des coefficients du modèle soient nuls. Donc ce qui correspond, si chacun, dans un modèle linéaire, chacun de mes coefficients correspond à une variable. Si le coefficient est nul, je peux retirer cette variable du modèle. Ça veut dire que cette variable, qui correspond à une région du génome, n'est pas utilisée pour la prédiction, donc la variable qui a un coefficient nul n'est pas intéressante, n'est pas importante pour le phénotype. Et on peut ajouter à ça un terme oméga, je ne rentre pas trop dans les détails, qui permet de dire que si deux variables sont connectées sur mon graphe, alors elles doivent obtenir des coefficients proches. Et ce genre de contrainte me permet d'obtenir a pour résultat que si je suis connecté à beaucoup de variables qui ont des coefficients nuls, donc qui ne sont pas utiles, je vais moi-même être encouragé à avoir un coefficient nul. A l'inverse, si je suis connecté à beaucoup de variables qui sont utilisées par le modèle, je vais être encouragé à être moi-même utilisé. Et au final, la sélection qu'on obtient va être comportée de variables qui sont connectées entre elles sur le réseau. C'était un exemple du genre de terme oméga, de comment on peut réaliser oméga. Donc avec ce premier terme qui résulte en la parcimonie du modèle, et le deuxième qui fait en sorte que quand J et K sont connectés sur le réseau, bêta J doit être proche de bêta K. Alors, on a un certain nombre de variantes sur ces idées, en particulier pour amener à des problèmes d'optimisation qui sont plus rapides à résoudre, en remplaçant, donc je vous ai fait toute mon introduction sur la minimisation du risque empirique, et maintenant ce que je fais, c'est que je dis, en fait, là, dans le problème que je vous ai formalisé, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de faire un modèle prédictif que de trouver les variables importantes, les variables qui servent, les variables utiles, et donc je peux en fait remplacer cette notion de minimisation du risque empirique par une notion de maximisation d'une pertinence. Donc vous pouvez imaginer que la pertinence, c'est par exemple une corrélation entre variables et phénotypes, variables et réponses. Et donc maintenant, au lieu de chercher des coefficients dans un espace réel, je cherche juste à trouver un sous-ensemble de mes variables, de mes p variables, de sorte à maximiser leur pertinence, en ayant toujours, comme précédemment, un terme de régularisation. Il y a des signes moins qui manquent sur mon équation, mais je pense que ce n'est pas très important. Juste ici, j'ai un terme de régularisation qui est calqué sur le précédent, avec d'une part la taille de l'espace de variables sélectionnées, la table du jeu de variables sélectionnées qui contrôle le fait de sélectionner peu de variables. Et ici, un terme qui augmente quand je sélectionne beaucoup de variables qui augmentent avec le nombre d'arêtes qui connectent une variable sélectionnée avec une variable non sélectionnée. Donc, l'avantage de ce genre de problème, c'est qu'en fait, on sait le résoudre très efficacement, ce qui n'est peut-être pas évident à vue, parce que c'est un problème de coupe minimale ou flot maximal sur un graphe, qui sont des problèmes connus depuis un certain temps et aussi très utilisés en vision, qui nous permettent d'appliquer ce genre de choses à des contextes dans lesquels P vaut 500 000 ou 1 million de variables. Et une autre idée qu'on peut aussi utiliser dans ce contexte de paucité de données, ce qu'on appelle l'apprentissage multitâche, qui consiste à résoudre ensemble plusieurs problèmes liés. Donc si j'ai non pas un jeu de données qui correspond à une question, donc un jeu de données dans lequel j'ai des personnes pour lesquelles j'ai à la fois le phénotype et le génotype, mais j'en ai deux, et où je peux faire l'hypothèse que au moins certaines des variables peuvent être partagées entre ces deux jeux de données. Il existe aussi des régulariseurs qui permettent d'imposer cette contrainte, c'est d'encourager ou de forcer les variables sélectionnées à être les mêmes ou à être similaires entre les deux modèles. Donc ça, c'est une idée qui commence à dater, mais je vais vexer Julien, mais sur laquelle on a un certain nombre de variantes.
Donc on peut rajouter à cette notion l'idée que si j'ai des descripteurs pour mes tâches, donc en plus d'avoir mes variables qui décrivent mes échantillons, j'ai des variables qui décrivent les tâches. Et pour vous donner tout de suite un exemple, si mes tâches c'est la réponse à un traitement, je peux avoir 2 tâches différentes qui sont 2 réponses pour la même maladie à 2 traitements différents. Je peux représenter ces traitements par des descripteurs des molécules chimiques qui correspondent à ces traitements et faire une variante de ce problème ici, dans lequel je fais en sorte que les coefficients ici de régression entre 2 tâches sont d'autant plus similaires que les tâches sont, elles, plus similaires. Donc évidemment, si j'ai que 2 traitements, ça ne sert à rien, mais si je commence à avoir 4 traitements, je peux imposer de trouver des régions du génome qui prédisent la réponse au traitement, qui soient plus similaires quand 2 traitements sont des structures très similaires que quand elles sont très différentes. Ok, une autre variante de ce qu'on peut faire avec ces approches multitâches, c'est de considérer que donc chacune ici de mes tâches correspond à une sous-population, au sens où, alors, par exemple, définie de manière génétique, donc au sens où des populations d'origine géographique différentes vont avoir des génomes relativement différents et les régions du génome qui sont impliquées dans le même phénotype, donc la même maladie, les mêmes symptômes, peuvent être différentes dans différentes populations. Et plus en plus s'amuser à rajouter une contrainte de groupe où on force nos variables. Donc on a des groupes prédéfinis sur nos variables qui sont des régions du génome dans lesquelles on sait que les variables sont fortement corrélées entre elles. Et où du coup la sélection de variables variable par variable n'a pas trop de sens quand on a des groupes de variables corrélées entre elles. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est la sélection de variables au niveau des groupes. On peut combiner ces idées multitâches avec des contraintes qui vont forcer les variables d'un même groupe à être soit toutes sélectionnées ensemble, soit sélectionnées séparément. Enfin, soit toutes sélectionnées ensemble, soit aucune sélectionnée. Donc c'est des choses qu'on a utilisées aussi dans le même genre d'études, où on a, alors souvent ce qu'on a, c'est beaucoup d'échantillons qui viennent de populations européennes et nord-américaines, et beaucoup moins d'échantillons qui viennent de populations africaines. Et ce genre de méthode permet de combiner les jeux de données ensemble tout en laissant la possibilité de trouver d'identifier des régions du génome qui sont différentes pour les différentes sous-populations. Avec ça, je voulais maintenant réouvrir un petit peu. Alors j'ai été fatiguée quand j'ai fait ces transparents, donc j'ai appelé ça difficulté, mais je devrais appeler ça défi plutôt pour donner un peu d'entrain à la chose. J'ai essayé d'illustrer ici quelques-uns des problèmes qu'on a dans le fait d'appliquer les outils de l'IA à la génomique. Le premier problème étant le volume des données. On a, pour beaucoup de tâches en génomique, peu de données en très grande dimension. Et donc ça, c'est ce dont j'ai le plus parlé. On commence à avoir des problèmes où on fait du séquençage de cellules uniques. Donc comme il y a beaucoup de cellules, on arrive à avoir des grands volumes de données. Auquel cas, on tombe aussi dans le problème de volume des données. On retombe dans les problématiques classiques du big data, mais où on trouve encore plus de problématiques de temps de calcul, d'espace de stockage, de mémoire, etc. J'ai essayé d'illustrer, je n'ai peut-être pas insisté beaucoup là-dessus, mais j'en avais parlé au début. Une difficulté qu'on a ici, c'est le manque d'intuition en fait, sur ce que c'est que des génomes. Alors on s'appuie sur des connaissances externes structurées, sous forme de graphes, sous forme de groupes, de variables dont on sait qu'elles fonctionnent ensemble. Mais on n'a pas du tout la même capacité, nous en tant qu'êtres humains, à modéliser des génomes que ce qu'on peut avoir à modéliser des images ou du son, et pour réaliser des tâches qu'on sait résoudre. Donc, sans du tout vouloir diminuer le mérite de toutes les approches formidables qu'on a sur le traitement d'images ou le traitement de texte. Ici, nous, on se rajoute un bâton dans nos roues, qui est qu'on a des tâches
qu'on ne sait pas résoudre non plus. Et d'ailleurs, on a des tâches, quand je vous présente l'exemple de déterminer les régions du génome associées à un phénotype, on a des tâches où on sait qu'on n'a pas toute l'information dans le génome. Donc si j'ai trouvé un algorithme qui, étant donné un génome, me donne avec certitude, avec une très bonne précision, si oui ou non c'est le génome d'une personne atteinte d'un cancer du sein, je saurais qu'il y a un problème avec mon algorithme parce qu'en fait, il y a énormément d'autres facteurs qui interviennent que ces facteurs génomiques. Et donc, on se confronte aussi à des problèmes qui sont que partiellement solubles. Et là, le dernier point dont j'ai essayé de parler, c'est ces questions d'interprétabilité et d'explicabilité qui sont des questions qui sont maintenant à la mode dans tout un tas de domaines d'application du machine learning et de l'IA, maintenant qu'on a de plus en plus d'interactions entre IA et société. On a de plus en plus besoin de comprendre comment et pourquoi on prédit. Et c'est d'autant plus vrai dans les exemples que je vous ai présentés, où en fait c'est le but final de ces questions. C'est pas tellement de faire des prédictions, mais de savoir comment on les fait pour pouvoir ensuite fournir des hypothèses pour faire avancer la recherche en génomique. On pourrait parler de plein d'autres choses sur les biais dans les données. J'ai évoqué un petit peu les différences entre les volumes de données qu'on peut avoir pour les pays riches et les pays pauvres sur les données génomiques. Mais je pense que je vais conclure ici pour qu'on ait du temps pour des questions. Juste, je remercie un certain nombre de gens dont les travaux ont contribué à ce que j'ai présenté ici. Je vous remercie, vous, pour votre attention et je remercie aussi, parce que c'est important, tout le financement qui a permis, qui est derrière les travaux. Enfin, j'ai pas présenté. Le financement est derrière quasiment tous les travaux que je vous ai présentés. Ça s'appuie sur plein de choses. Voilà, donc la recherche, c'est pas, ça coûte des sous quand même. Ça demande. Il faut payer les gens pour qu'ils fassent de la recherche, puis il faut leur payer des ordinateurs de temps en temps. Voilà, donc avec ça, je vais prendre des questions. Merci beaucoup, Chloé. On va passer aux questions. Je voulais te remercier pour avoir pointé un des champs applicatifs majeurs de l'intelligence artificielle, qui est l'aide à la découverte scientifique. C'est vrai qu'on a énormément d'applications en IA dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans des secteurs industriels, bancaires, évidemment sur l'Internet. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié que tu nous éclaires sur cette utilisation majeure du machine learning et donc aussi de l'IA sur l'aide à la découverte scientifique. On va passer aux questions. Est-ce que dans la salle, nous avons des questions ? Oui. Avec le micro. Ouais, je vais te passer le micro. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais juste une question par rapport au gros modèle à base de Transformers, par exemple, pour résoudre ce genre de problème. Vous savez que DeepMind a résolu, enfin pas résolu, mais a aidé à avancer le problème de pliage des protéines, qui est un problème. Alors j'imagine que ce n'est pas tout à fait similaire, je ne connais pas beaucoup en biologie, mais c'était juste pour savoir, est-ce que vous savez si ce genre de gros modèle pourrait aider à faire avancer ce genre de problème ? Alors, ce genre de gros modèle peut effectivement aider à faire avancer des choses dans le domaine de la recherche biomédicale, et AlphaFold, qui permet donc d'aider à déterminer la structure 3D des protéines, en fait partie. C'est des questions de toute façon sur lesquelles on travaille à l'interface du machine learning et de la biologie depuis des décennies. Il y a quand même des différences fondamentales entre ce genre de technique et le genre de problème que j'ai pointé ici. À savoir que là déjà, on a du mal à faire marcher des choses avec des modèles linéaires. En termes d'interprétation derrière, je n'ai pas du tout parlé, mais il y a pas mal de questions qui sont liées à l'explicabilité, etc., où on va avoir des questions vraiment statistiques, de déterminer de contrôler des taux de false discoveries, de trouver des p-valeurs, etc. Et avec donc, toutes ces architectures, genre Transformer, etc., on a énormément, beaucoup plus de paramètres et beaucoup plus de difficultés à l'interprétation. Alors ça tombe bien pour AlphaFold, où vraiment, dans le cas de ce genre de choses, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer la structure 3D des protéines, et le comment du pourquoi est bien sûr intéressant, mais moins fondamental.
Et aussi, on peut s'appuyer sur le fait qu'il y a quand même... Alors, c'est pas non plus du tout le même genre de volume de données, hein, le nombre de protéines dont on connaît la structure 3D, c'est pas du tout le même genre de volume de données que l'ensemble de tous les textes sur Internet, par exemple, mais on peut s'appuyer aussi souvent sur des volumes de données un petit peu plus larges. Merci pour cet exposé très clair sur le positionnement et les enjeux de l'IA. Il y a des algorithmes de l'IA qui ont donné maintenant des applications sur nos smartphones quand ils sont liés à de l'image, de l'audio très facilement. Est-ce que dans le domaine de la génomique, l'IA sort un peu des laboratoires au sens où est-ce qu'il y a maintenant des produits qui sont développés par des entreprises pour effectivement faire de l'aide à la décision médicale ou des choses comme ça? Alors... J'ai il y a plein d'éléments de réponse. On voit beaucoup plus dans l'aide à la décision médicale, beaucoup plus d'applications basées sur l'analyse d'images que sur l'analyse de génome. Encore une fois, parce qu'on peut bénéficier de tous les progrès faits en analyse d'images naturelles pour les appliquer à l'image médicale. Aussi parce que ici, on remplace, on essaie d'imiter ce que savent déjà faire des experts, des radiologues ou autres qui savent regarder une image médicale et l'interpréter. Donc ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Sur la génomique, ça reste peut-être un petit peu plus confidentiel. Néanmoins, il y a plein de startups qui font ce genre de choses, mais plus pour de l'aide au développement pharmaceutique, de l'aide à la recherche de médicaments, que directement pour des outils qui sont dans votre téléphone et qui aident au diagnostic. Mais on avance un petit peu plus lentement, mais on avance vers ça, je pense. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, je voudrais revenir sur... vous avez évoqué le nom de fat data, ouais, où le nombre d'observations est relativement faible, de l'ordre du millier. Alors, aujourd'hui, il y a, depuis 2-3 ans, une catégorie de réseaux de neurones hybrides qui permettent d'obtenir de bons résultats prédictifs dans le cas du fat data, ce qu'on appelle les Physics Guided Neural Networks, où dans le paramètre oméga que vous avez mentionné de régularisation, par exemple, on peut minimiser une fonction d'énergie physique, et ça donne de bons résultats sur des problèmes simples. J'ai l'impression que vos problèmes là, en génomique sont quand même bien plus complexes que ceux qui sont actuellement étudiés. Est-ce que vous avez entendu parler de ponts possibles avec ces réseaux de neurones guidés par la physique et avec une fonction de perte customisée qui intègre de la physique? Alors, c'est-à-dire que pour pouvoir faire... à ma connaissance, pour pouvoir faire une fonction de perte guidée par la physique, il faut avoir une bonne connaissance de la physique du problème. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'applications dans lesquelles on voit ces choses-là émerger depuis ces dernières années. Ici, on revient au problème que j'ai énoncé tout à l'heure, qui est qu'on ne sait pas modéliser ces choses-là en biologie. Et en fait, finalement, ces contraintes de régularisation que je mets, dont je parlais, c'est à peu près là où ce qu'on arrive à faire en termes d'intégrer des connaissances a priori sur les modèles, quoi. Donc on n'a pas du tout de modèle au sens physique pour ces choses-là, donc on est obligé de se restreindre à des modèles statistiques, donc avec beaucoup moins de contraintes. Des modèles simples de minimisation de la forme de la protéine, minimisation de l'énergie par cette forme. Oui, alors effectivement, pour un truc où on cherche par exemple, pour prédire une énergie de liaison entre une molécule et une protéine, qui est très important en développement de médicaments, on voit, là c'est le genre de choses où on voit des approches hybrides entre, du genre que vous décrivez et des gens qui cherchent à combiner tout ce qu'on sait faire en modélisation moléculaire, avec des calculs en méca-quantique, etc., pour modéliser finement les interactions entre une molécule et une protéine, et des outils de machine learning. Donc ça, c'est clairement... donc il y a effectivement des problèmes sur lesquels on fait ça. Les problèmes dont j'ai parlé, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ce que je vous ai montré pour les guider.
juste me permettre une dernière question, profiter de ta présence. Est-ce que, Chloé, tu as rencontré dans les problèmes que tu as traités en génomique avec du machine learning, des cas où tu as pu mettre en évidence que les données ou les connaissances biologiques qui t'étaient proposées, les hypothèses biologiques qui étaient proposées, étaient fausses? C'est-à-dire, est-ce que tu as pu apporter ce retour au biologiste en disant, bah, là, je pense qu'il y a une erreur de manip, parce que mon algorithme, avec l'analyse que j'en fais, l'analyse que je fais des données, est-ce que tu as eu ce cas-là? Alors non. D'accord. En tout cas, si je l'ai eu, je m'en souviens pas. Enfin, peut-être à un niveau assez simple, en fait. Enfin, assez simple. Au début de l'analyse, on commence par regarder ces données et effectivement, là, on se pose des questions de contrôle de qualité, de recherche de données aberrantes, etc., avec des méthodes, somme toute, assez classiques, enfin, pour lesquelles on n'a pas besoin de développement particulier. Mais arriver au stade où voilà, on a un algorithme prédictif et ensuite on dit « Ah, mais l'algorithme a fait une erreur sur telle observation, pourquoi ?» Alors, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai eu l'expérience de faire des retours à des biologistes. C'est par contre des choses sur lesquelles on a eu l'expérience que ça nous permette effectivement de comprendre certains biais qui étaient dans les données. C'est-à-dire que ce n'était pas que les données étaient mal mesurées ou enfin, qu'il y avait une erreur de manip ou quelque chose comme ça, mais des contextes dans lesquels on se rend compte qu'il y a des biais dans les bases de données où il n'y a que certaines classes de molécules qui sont étudiées ou ce genre de choses. Ça, c'est effectivement, on arrive à les mettre en valeur avec du machine learning. Ok, merci infiniment. Et puis on va te remercier à nouveau. Merci beaucoup.